c'est un jour dans l'histoire américaine qui restera à jamais marqué par l'infamie. Le 6 janvier 2021, juste quelques minutes cruciales avant que les envahisseurs, assaillants, occupants ou quel que soit le nom qu'on veuille leur donner, n'aient submergé la police du Capitole vers 14 h, le chef de la police du Capitole des États-Unis et la maire de Washington District de Columbia ont lancé des demandes urgentes de renfort de la garde. Mais il a fallu plus d'une heure pour obtenir l'approbation officielle de leur déploiement, puis presque 3 heures supplémentaires avant que les premiers renforts de la garde n'arrivent. Cela n'aurait pas dû arriver, mais c'est arrivé, car Washington District de Columbia n'est pas un État. Normalement, la garde nationale stationnée dans d'autres États est sous le commandement des gouverneurs de ces États. Mais ici, elle est sous le commandement du président. Et par conséquent, la garde nationale du district de Columbia a été mise en attente jusqu'à ce qu'elle obtienne l'approbation du département de la Défense pour déployer ses forces. Évidemment, ce retard a coûté cher. Le lendemain, la maire de Washington District de Columbia, Muriel Bowser, a réaffirmé que District de Columbia devait devenir un État. C'est vrai. Si District de Columbia était un État, la garde nationale aurait pu être déployée plus vite, sans attendre l'accord du département de la Défense. Pourtant, ce n'est pas la principale raison pour laquelle la plupart des habitants de District de Columbia veulent un État. Pendant la pandémie, chaque État a reçu 1,25 milliard de dollars, alors que 500 750 millions uniquement parce qu'il n'était pas un État. Ce n'est d'ailleurs pas la principale raison pour laquelle les habitants veulent que leur territoire devienne un État. Si vous êtes déjà allé à District de Columbia, vous avez probablement remarqué les mots « taxation sans représentation », ou du moins quelque chose de très similaire, sur des t-shirts, des panneaux publicitaires, et surtout sur les plaques d'immatriculation, qui sont les préférées des habitants du District de Columbia. Oui, la plaque d'immatriculation standard de Washington District de Columbia affiche le slogan « taxation sans représentation ». Même les plaques des limousines pendant la présidentielle d'Obama et Clinton affichaient ce slogan. Et c'est ce que veulent les habitants de l'un des districts qui paient le plus d'impôts. Une représentation au Congrès, le droit à l'autonomie gouvernementale. Vous voyez, historiquement, Washington District de Columbia a été créé pour être le siège du gouvernement, la capitale politique des États-Unis par le Congrès et libre de toute influence de n'importe quel État. Le Congrès a sélectionné le Maryland et la Virginie pour céder des terres, créant ainsi la capitale des États-Unis. Washington District de Columbia est devenu capitale pour éviter toute influence sur le gouvernement, donnant au Congrès une juridiction exclusive et privant les résidents de droit de vote. Ni pour un président, ni pour un sénateur, ni pour un représentant à la Chambre. Cependant, les résidents ne l'ont pas accepté. Des manifestations ont eu lieu, suivies de projets de loi, mais aucun n'a été adopté. Des siècles plus tard, les habitants de Washington District de Columbia ont pu voter pour le président grâce au 23e amendement en 1961 et ont voté pour la première fois lors de l'élection de 1964. Le district n'a jamais été représenté au Congrès, sauf par un délégué sans droit de vote à la Chambre des représentants. À cette époque, les résidents de Washington District de Columbia ont commencé à revendiquer le statut d'État, un droit probablement constitutionnel selon l'article 4. Un territoire doit remplir certaines conditions pour devenir un État. Un territoire ne peut devenir un État s'il est situé à l'intérieur d'un autre État. Dans ce cas, l'État concerné doit donner son accord. Washington District de Columbia y serait conforme, car il n'appartient à aucun État. La deuxième condition est que les citoyens doivent demander le statut d'État, ce que Washington District de Columbia fait aussi. En 2016, un référendum a vu 86% des résidents voter pour le statut d'État. Troisièmement, le territoire candidat doit avoir assez de population et de ressources pour financer un gouvernement d'État et contribuer équitablement au gouvernement fédéral. Washington District de Columbia remplit également cette condition. Sa population est plus importante que celle de deux autres États, le Vermont et le Wyoming, et les habitants de Washington District de Columbia payent plus d'impôts fédéraux par personne que dans n'importe quel autre État. Alors, maintenant que toutes les conditions sont remplies, quelle est la prochaine étape? La procédure pour devenir un État est de rédiger une constitution, puis d'obtenir l'accord des résidents, du Congrès et du président. Washington District de Columbia réussit souvent les premières étapes de rédaction et ratification de constitution, mais le Congrès la rejette. Vous voyez, Washington District de Columbia est un district historiquement démocrate, donc les démocrates au Congrès sont favorables à l'accession de District de Columbia au statut d'État, car cela leur offrirait 2 démocrates supplémentaires au Sénat si cela devenait un État. C'est un avantage majeur, et donc il est peu probable qu'un sénateur républicain vote pour l'accession au statut d'État, comme déjà constaté. L'obstacle principal à l'entrée comme 51e État est surtout politique. Si Washington District de Columbia devenait un État, le siège du gouvernement fédéral serait alors situé dans un État, ce qui irait contre la raison initiale de sa création en tant que district. Eh bien oui, c'est vrai, et c'est aussi un peu déroutant, je sais, mais le gouvernement de Washington District de Columbia y a déjà réfléchi et il a élaboré un plan. Regardez cette carte.
La zone centrale comprendra la Maison-Blanche, la Cour suprême fédérale, d'autres bureaux fédéraux et s'appellera le Capitole. Elle relèvera uniquement du Congrès. Le reste sera l'État de Washington, district de Columbia, mais le district de Columbia ne signifiera plus district de Columbia. Il honorera plutôt Frederick Douglass, ancien résident de district de Columbia, réformateur social et écrivain afro-américain. District de Columbia signifierait Douglas Commonwealth. Mais District de Columbia n'est pas seul à vouloir les avantages du statut d'État. À 1500 miles au sud de District de Columbia se trouve un autre territoire voulant les bénéfices du statut d'État, Porto Rico. En 1898, les États-Unis ont remporté la guerre hispano-américaine et ont acquis un groupe d'îles appelé collectivement Porto Rico. Porto Rico a obtenu une autonomie limitée, mais peu après, les États-Unis ont commencé à considérer l'île comme la leur. La loi Jones-Shafroth a fait de toute personne née à Porto Rico un citoyen américain. La loi autorisait aussi les habitants de Porto Rico à élire un commissaire résident, représentant sans droit de vote à la Chambre. Mais les portoricains ne pouvaient toujours pas voter pour le président ni avoir de représentants votants. Des décennies plus tard, l'île a eu sa propre constitution qui en a fait un État libre associé au sein des États-Unis. De nombreux portoricains étaient satisfaits du statut, car les référendums de 1967 et 1998 ont montré une majorité pour le maintien du Commonwealth. Au début des années 2000, des demandes sérieuses BDE pour devenir un État ont émergé. Face à leur augmentation, un référendum a eu lieu en 2012 avec une participation record de 78%. Pour la première fois, 61% des portoricains ont voté pour rejoindre l'Union. Après le référendum, cependant, le président Barack Obama a reçu 3 lettres, une du gouverneur de Porto Rico, une du représentant à la Chambre et une du gouverneur élu. Le gouverneur et le représentant l'ont pressé de lancer l'admission de Porto Rico comme 51e État, le gouverneur élu précisant dans sa lettre les résultats. N'était pas clair. 1 an plus tard, le représentant a proposé une loi pour faire de Porto Rico un État, mais elle a échoué. 2 autres référendums ont eu lieu, en 2017 et en 2020. Le référendum de 2017 a recueilli 97% de votes favorables à l'État, mais avec seulement 23% de participation. Le résultat a été exagéré et on a dit qu'il avait été boycotté. En 2020, la participation était de 54% et 52% ont voté pour l'État, ce qui en fait l'élection la plus fiable. L'accession de Porto Rico au statut d'État est moins avancée que celle de Washington District de Columbia, car les portoricains n'ont pas exprimé un fort enthousiasme à ce sujet. Les 3 derniers référendums ont penché pour l'État, mais le faible taux de participation laisse incertain le véritable choix de la majorité des portoricains. De plus, les intérêts politiques seront affectés si Porto Rico devient un État. Porto Rico compte une population de plus de 3 millions d'habitants, donc s'il obtient le statut d'État, il aura 2 sénateurs et jusqu'à 5 représentants à la Chambre, au détriment des grands États comme New York et la Californie, qui ont plus de sièges que la moyenne. Si Porto Rico obtient quand même le statut d'État, malgré ces obstacles, les avantages seront immenses. Porto Rico a été frappé par des catastrophes naturelles et une économie en déclin. Contrairement à Washington District de Columbia, où vivent certains des plus riches du pays, Porto Rico a vraiment besoin d'aide fédérale. Porto Rico ne peut pas voter pour le président, devenir un État garantirait sa participation politique. Bien sûr, Washington District de Columbia et Porto Rico ne sont pas les seuls à vouloir devenir un État. D'autres territoires-ci, comme Guam et les îles Mariannes du Nord, sont loin derrière eux. Mais il semble probable que Washington District de Columbia ait la meilleure chance parmi tous de devenir le 51e État, car les habitants ont clairement exprimé leur désir de devenir un État. La route est longue et difficile, sans nouvel État depuis 1959. Je suis simplement curieux de voir le drapeau américain avec 51 étoiles. Cependant, le chemin vers le 51e État continue.